Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire que nous organisons. Ce soir, la thématique sera l'Amazonie. D'habitude, on a plutôt l'habitude de parler de thématiques polaires, mais voilà, comme vous le savez, on part dans tous les bouts du monde et l'Amazonie fait partie des destinations phares que Grands Espaces propose. Et donc ce soir, je vais vous parler d'Amazonie, qui est une destination que je connais personnellement assez bien parce que j'ai eu la chance de vivre quelques années en Amazonie, à Manaus plus particulièrement, et connaître un petit peu la région autour. Et je suis personnellement lié aussi à la personne qui a construit donc, deux bateaux que nous exploitons, que Grands Espaces exploite en Amazonie, que sont la Jangade et l'Amazon Dream. Aurélie Gonçalves va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle est en train de se connecter. Aurélie, normalement, vous la connaissez. C'est la directrice de Grands Espaces. Et elle a déjà pu voyager sur la Jangade en Amazonie, donc sur l'un des programmes qu'elle vous présentera tout à l'heure. Il faut savoir que la Jangade a été lancée en 2019, donc elle a été construite en 2018, ce bateau, on vous le présentera tout à l'heure. Et malheureusement, avec le Covid, voilà, on a eu quelques mois d'activité et puis très rapidement, on a dû s'arrêter. Aujourd'hui, fort heureusement, les activités reprennent et on peut faire repartir le bateau. Et on a une première croisière qui partira le 16 mai. Concernant cette conférence, vous avez à votre droite, vous êtes déjà en train de vous en servir, le petit chat. N'hésitez pas aussi à poser des questions. On essaiera d'y répondre au fil de la conférence ou simplement aussi à la fin. Noéline aussi, qui sera connectée tout à l'heure, va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions en direct. Et puis sinon, encore une fois, on gardera les questions pour la fin s'il y en a. Voilà Aurélie qui vient de se connecter. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement? On t'entend très bien. Ok, super. C'est parfait. Du coup, je vais commencer. Donc, pour vous parler un petit peu de cette destination que j'affectionne particulièrement, même si je suis un amoureux des régions polaires, j'aime beaucoup aussi l'Amazonie, qui est une région du monde qui est particulièrement belle et qui évoque beaucoup de choses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit peu de quelle région plus exactement on va parler, parce que l'Amazonie est quand même une région extrêmement vaste. On est sur le nord du Brésil, donc sur le nord de l'Amazonie, enfin l'Amazonie, mais qui est brésilienne en l'occurrence. Et là, je vous ai entouré trois villes. Donc, vous avez Belém, qui est à l'est, qui est là où se jette, enfin, l'Amazone va se jeter juste au nord du fleuve, au nord de Belém, pardon. Manaus, qui est le point de départ de nos croisières à bord de la Jangade, point de départ ou point d'arrivée, étant donné que certaines de nos croisières vont de Manaus à Leticia. Leticia, qui est la troisième ville que j'ai entourée à gauche, qui est à la frontière avec l'Amazonie, avec le Brésil, pardon. On est vraiment entre les deux. Ici, là, ce qu'on voit, donc Manaus, c'est la capitale de l'État d'Amazonas, qui est le plus grand État du Brésil, qui est une ville qui a 3 millions d'habitants, je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui est aussi le point de jonction entre plusieurs fleuves, que sont le Rio Negro. Le Rio Negro, c'est en fait juste au nord de Manaus. Si on regarde, on voit là un fleuve un peu plus sombre que l'Amazone, qui est marron, qu'on voit, et c'est le Rio Negro, donc qui a la particularité d'avoir les eaux noires. Et à Manaus, les eaux se rencontrent. Donc, on a ce spectacle-là sur plusieurs kilomètres où on a les eaux noires du Rio Negro et les eaux marron limoneuses de l'Amazone qui se rencontrent mais qui ne se mélangent pas sur plusieurs kilomètres. Et c'est voilà, c'est toujours un spectacle assez, vraiment beau à voir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu donc, de l'Amazonie et de ce qu'on peut y voir. Et donc, l'Amazonie, elle évoque beaucoup de choses. L'Amazonie évoque à la fois l'aventure, la vie sauvage, les mythes, les légendes, mais c'est aussi vraiment une région de superlatifs. Tout simplement parce que, avec 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est une forêt qui est composée de plus de 40 000 espèces sauvages, végétales, pardon, 40 000 espèces végétales, et encore beaucoup sont peu connues. Rien que depuis 1999, donc depuis une vingtaine d'années, on a encore découvert plus de 2200 espèces vivantes en Amazonie, et notamment 16 espèces d'oiseaux et une quarantaine d'espèces de mammifères. C'est vraiment le plus grand réservoir de biodiversité du monde.
parmi les animaux les plus mythiques qu'on va rencontrer, il y a l'anaconda. Alors l'anaconda, très honnêtement, il y a très peu de chances d'en rencontrer dans les voyages. C'est un animal qui se cache beaucoup, qui a tendance à être dans les hautes herbes, enfin dans les roseaux, donc là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais c'est un animal qu'on ne voit pas du tout, enfin qu'on peut rencontrer, mais c'est quand même rare, donc c'est pas celui qu'on va chercher le plus. On peut rencontrer par contre plus facilement les haras, ces fameux perroquets. On peut éventuellement rencontrer des onces, qui sont des panthères, des petites panthères noires, qui sont aussi très rares à voir. L'Amazonie a la particularité, comme beaucoup pour les espèces sauvages, c'est que les animaux nous voient et nous, on les voit moins en général. Mais voilà, ça fait partie des espèces quand même qu'on est amené à croiser. Donc beaucoup d'oiseaux. Alors, je vais citer le haram, il y a le toucan, et ensuite il y a des centaines d'oiseaux possibles et imaginables à observer. Vous avez aussi le caïman, qui est le jacaré, qu'on appelle au Brésil, qui est un petit crocodile. Les piranhas, éventuellement, qu'on sera peut-être amené même à pêcher, ce qui ont très bon goût. Des petits singes, et des paresseux aussi, ce sont aussi des espèces qu'on est amené à voir. Sur l'Amazone, il naît dans l'altiplano péruvien, à plus de 5500 mètres d'altitude, tout près du lac Titicaca, et il s'écoule sur 7000 km. À titre de comparaison, alors c'est le plus grand fleuve du monde, à titre de comparaison, le Nil s'écoule sur 6900 km à peu près. Et surtout, c'est le fleuve le plus puissant au monde, c'est-à-dire celui qui a le plus de débit. Le débit moyen à son embouchure, c'est 209 000 mètres cubes par seconde. Alors, ça, c'est en saison des hautes eaux. Mais malgré tout, à titre de comparaison, le fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve avec le plus fort débit d'eau, est à environ 40 000 mètres cubes seconde. C'est vraiment, enfin, c'est conséquent. Et quand les eaux sont hautes, on peut avoir jusqu'à 40 km de large, de berge à berge. Personnellement, moi, j'ai connu sur le Tapajós, donc le Tapajós qui est un affluent de l'Amazone du côté de Santarém. Santarém, c'est situé entre Manaus et Belém, donc à l'est. Et à cet endroit-là, donc au sud de Santarém, on a un fleuve qui s'appelle le Tapajós. Et on a un peu le même phénomène d'ailleurs qu'avec le Rio Negro, c'est que le Tapajós a des eaux bleues, et où, pareil qu'à Manaus, on va avoir une rencontre des eaux, mais cette fois-ci à Santarém, où les eaux ne vont pas se mélanger, donc on va avoir ce même spectacle que celui-ci, mais avec du coup des eaux bleues. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas voir l'autre côté de la berge, parce que tant le fleuve est large. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs on va pouvoir avoir des poissons qui ont beaucoup de goût. En général, quand on pense aux poissons d'eau douce, on se dit souvent qu'ils sont des poissons qui sont fades. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur un fleuve-mer, donc c'est des poissons carnassiers et qui ont beaucoup de goût. Par exemple, le tambaqui est un poisson très connu et très prisé dans le nord du Brésil, notamment à Manaus, qui ressemble grosso modo à une grosse sole, s'il n'y a pas vraiment beaucoup de comparaison, mais qui va faire presque un mètre de long, et qu'on va faire griller au barbecue. On va en sortir des côtelettes. Enfin, ils mangent des côtelettes de tambaqui, et c'est un poisson qui est vraiment très très bon. Le tucunaré aussi, qui est un gros poisson, et qui est un poisson qui est prisé par les pêcheurs, les amateurs de pêche sportive. C'est un poisson qui est très très bon, mais qui est aussi un poisson qui se bat beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour le fleuve. Et ce fleuve, il a été nommé ainsi, exploré par Francisco de Orellana en 1542. Et il a baptisé le fleuve, donc à cette époque-là, parce que sur les berges, il avait observé des femmes qui lui rappelaient les Amazones guerrières de la mythologie grecque. Et c'est pour ça qu'il a nommé ainsi le fleuve. Et cette forêt, elle abrite des centaines de milliers d'Indiens qui vivent le long des 500 grands fleuves et affluents de la région. Et juste au Brésil, on compte environ 200 langues et tribus. Et ces femmes et ces hommes qui vivent dans la forêt ont toujours tout fait pour garder leur vie, leurs coutumes et préserver leur milieu, qui a été très menacé à une époque et qui l'est encore aujourd'hui, pour des raisons de déforestation notamment, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et ils ont dû se protéger, donc, notamment par l'arrivée des Portugais, qui, lors de la colonisation du Brésil, sont arrivés avec beaucoup de cadeaux. Donc, il y a une différence de colonisation entre les Portugais par rapport au Brésil et les Espagnols par rapport
reste de l'Amérique du Sud, les Portugais venaient vraiment avec, pour soudoyer les communautés, les faire se battre pour eux. Ils ne sont pas arrivés en fait en massacrant tout le monde. Alors, c'est deux modes de colonisation différentes. Et voilà, donc on a eu d'abord les premiers colons portugais, donc vers 1500. Et très rapidement, l'Amazonie a représenté un véritable Eldorado. Il y a eu beaucoup de légendes sur des cités d'or, etc. Et ça a motivé ensuite beaucoup d'autres expéditions qui ont suivi, notamment celle de Colomb, de Pinson, de Pizarro ou d'Aurelian, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, au XVIIe siècle, ça a attiré les jésuites qui venaient pour convertir les Indiens aux régions, enfin, les évangéliser. Et ensuite, nous avons eu les naturalistes, les géographes, qui ont étudié la forêt, les ressources, et ce qui a en fait amené après à l'exploitation des ressources de la forêt, et plus particulièrement du caoutchouc. Et le caoutchouc, c'est ce qui a assuré le rayonnement en partie du Brésil, mais aussi beaucoup de la ville de Manaus, dont on va parler juste après, qui est devenue une ville extrêmement riche grâce au caoutchouc. C'était une ville moderne qui a été créée au beau milieu de la forêt au XIXe siècle et qu'on appelait la Paris des tropiques. C'est une ville qui va jouir vraiment d'un luxe exceptionnel, avec un grand opéra, son tramway et un style très belle époque. Voilà le fameux opéra de Manaus, qui a fait un très beau bâtiment. Alors, je vais vous montrer quelques photos de Manaus d'époque, enfin de différentes époques. Il faut savoir que ça a beaucoup changé. Malheureusement, comme beaucoup de villes au Brésil, la protection du patrimoine historique et culturel, pendant très longtemps, n'a pas été une priorité. Aujourd'hui, il y a un peu plus de choses qui sont mises en œuvre, mais c'est vrai que malheureusement, la ville de Manaus, comme Salvador aussi, Belém est assez bien conservée, mais c'est des villes qui ne sont pas très bien conservées. On a beaucoup détruit et il ne reste pas beaucoup de bâtiments de cette époque. Il en reste quelques-uns, mais ils ont du mal à les entretenir. Mais voilà, donc on est dans les années 1900, 1930 à peu près, où on voit, voilà, c'était ces arbres taillés avec une grande place et l'opéra derrière. On a vraiment une inspiration très orientée, enfin très belle époque, parisien. Voilà, avec cette grande avenue qui est l'avenue Édouard Ribel, avec toujours ces arbres taillés. On voit aussi en bas de la photo le petit Bond, qui est le petit tramway, qui était, c'est une carte postale d'époque avec le tramway, les calèches, les routes pavées. C'était une très très jolie ville et qui est baignée dans le luxe. Il faut savoir que les femmes, enfin les hommes étaient habillés très bien habillés, un peu comme, encore une fois, comme le Paris de la Belle Époque, avec les chapeaux haute forme, les femmes avaient des corsets. Alors, très honnêtement, je ne sais pas comment ils faisaient parce que c'est une ville où il fait extrêmement chaud. Donc, ça ne devait pas être simple de supporter ces chaleurs. Mais bon, voilà, c'était cette mode-là. Et du coup, donc le théâtre a été construit. Alors, juste pour montrer, pardon, je reviens sur une petite photo. Donc, ça, c'est le type de vieux bâtiment. Alors, celui-ci, quand j'ai pris la photo, il avait commencé à être rénové. Celui-ci a de la chance. Beaucoup sont complètement détruits. La première fois que j'ai vu ce bâtiment-là, en gros, il y avait juste les façades, mais tout était détruit dedans. Maintenant, il a été rénové. C'est devenu une boutique, mais bon, c'est assez bien fait. Mais voilà, il y a quelques bâtiments qui sont assez bien entretenus et qui ont une belle architecture. Vraiment, c'est une architecture colonialiste. Il n'y a rien de brésilien dedans. Mais voilà, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont conservés comme celui-ci. Donc, le fameux théâtre, qui est l'une des grandes attractions touristiques de Manaus, qui a été construit à la toute fin du 19e siècle. En fait, le projet vient d'un député brésilien, de la Chambre des députés, et qui voulait que Manaus devienne une véritable capitale économique et culturelle. Et c'est pour ça qu'il a proposé en 1881 la construction de ce théâtre, de cet opéra. Alors, je dis théâtre et opéra parce qu'en fait, en portugais, on l'appelle le Théâtre Amazonas. Et voilà, mais c'est l'opéra de Manaus. Donc, parce qu'on peut y faire des pièces de théâtre, mais c'est l'opéra, et en portugais, on dit théâtre. Voilà. C'est la petite variation. Et en fait, il voulait donner une nouvelle impulsion à la ville. Il voulait vraiment placer la ville sur la carte dans le monde, parce qu'on reste quand même au milieu de l'Amazonie.
c'était une ville qui était assez confidentielle, à part pour les gens très riches qui exploitaient le caoutchouc. Mais voilà, donc ils ont voulu construire ce théâtre. Donc ça a été très rapidement approuvé dès 1882, mais il y a eu pas mal de temps pour la construction parce que, comme souvent au Brésil, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, il y a eu des difficultés pour se mettre d'accord sur le financement, parce que personne n'était d'accord vraiment sur qui allait financer le théâtre. Finalement, il est construit en 1896 alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions. Il faut savoir que ce genre de bâtiments sont soumis aux conditions météorologiques difficiles de la région, étant donné qu'il fait en moyenne 30-35 degrés dans la ville. Et il fait extrêmement humide, c'est-à-dire qu'on a une période plutôt sèche et une période plutôt de pluie, mais malgré tout, il y a quand même en moyenne 80-90% de taux d'humidité dans l'air, donc c'est quand même très très humide, ce qui n'est pas très très bon pour ce genre de bâtiments de pierre, donc ils sont très régulièrement entretenus. Ce théâtre, donc du coup, a été construit a été inspiré pardon, par l'Opéra Garnier notamment, et on a fait venir tout un tas de matériaux d'Europe, donc du bois, des tapisseries notamment, des marbres, et voilà, on voulait vraiment quelque chose de grandiose où les grands compositeurs pouvaient venir se produire et du coup inviter ensuite la haute société de Manaus et même la haute société du nord du Brésil, ou les gens même de São Paulo qui avaient leurs exploitations dans la région pour venir assister à de grands événements. C'est vraiment un très très bel opéra. Alors si on se met sous la coupole, donc au centre de l'opéra, on est là, si on fait attention, on voit comme les 4 pieds de la tour Eiffel. C'était l'intention de cette tapisserie, où du coup on est voilà, sous la tour Eiffel. Encore une fois, l'inspiration de Manaus l'idée était d'avoir le Paris de la belle époque. C'est vraiment un très beau bâtiment, un très beau monument, et qui était assez bien fait parce que il fait très très chaud dans la région, et du coup tout était fait pour avoir des ouvertures et avoir un maximum d'aération, pour que justement on ne tombe pas dans les pommes le soir, parce que même le soir la température ne tombe pas beaucoup. Il fait encore en moyenne 28 degrés la nuit. Donc voilà, donc c'était très aéré, on y était très bien. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de Manaus, je vais repartir un peu dans le côté nature et vie sauvage. Et je vais vous parler de ceux qui habitent la forêt et ceux qui la connaissent le mieux, que sont les Indiens. Il y a beaucoup, donc, comme je vous l'ai dit, il y a environ 200 tribus et dialectes en Amazonie brésilienne. Et certains de nos voyages nous permettent d'aller à leur rencontre. Alors, on ne va pas rencontrer toutes les tribus, on va rencontrer aussi et uniquement les tribus qui ont déjà du contact avec l'homme ou qui ont déjà eu des contacts avec l'homme, simplement parce qu'il y a beaucoup de tribus qui sont extrêmement protégées. Il est strictement interdit d'aller à leur rencontre pour des raisons assez logiques de santé, parce que on risquerait de leur amener des maladies. Donc, on va rencontrer des communautés qui ont déjà eu des contacts avec nous, mais qui sont des communautés extrêmement isolées et on est très 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 loin comment dire, de régions touristiques. On est dans les lieux où il n'y a pas de touristes qui vont. On a eu la chance de créer ces relations avec ces communautés au fil des années. Et eux sont ravis de nous recevoir et de partager leur culture. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont besoin de... Alors, il y a des difficultés par rapport à la politique, par rapport à la déforestation, par rapport au président actuel du Brésil, qui n'est pas le plus tendre avec les communautés indiennes. Pardon, ce n'est pas Indien contact avec l'homme, c'était les Indiens avec le contact avec les populations, avec les colons notamment, et puis ensuite après avec que ce soit les organismes brésiliens comme la FUNAI par exemple, qui s'occupent justement des relations avec les communautés indiennes. Voilà, c'était dans ce sens-là que je disais, je ne parlais pas de contact avec l'homme, je parlais plutôt avec le monde moderne finalement. Pardon pour ce petit lapsus. Donc, voilà, donc nous, on va avoir l'occasion de rencontrer donc, différentes communautés, notamment les Indiens Ticunas, qui occupent alors une grande partie du sud de l'Amazonie colombienne et qui ont une population d'environ 40 000 individus. C'est vraiment une grande communauté en plusieurs villages.
et qu'on va retrouver donc assez proche de Leticia, donc Leticia que je vous ai montré tout à l'heure, qui est à la frontière avec le Brésil. Et cette communauté a la particularité, les femmes fabriquent en général des paniers en osier, ils tissent des vêtements, et les hommes, eux, confectionnent des vêtements en tissu de matière végétale qui ressemblent un petit peu à ça, et notamment des masques qui servent ensuite à des rituels ces rituels, en fait, c'est pour le passage à l'âge adulte des jeunes filles. Voilà, et quand on va les rencontrer, on va avoir on a l'occasion de voir différentes scènes que, en général, ils vont reproduire certains de leurs rites, justement pour qu'on puisse découvrir un petit peu leur manière de faire, leur spiritualité, leur connaissance aussi, vont partager leurs connaissances autour de discussions. Et c'est toujours des moments assez privilégiés et c'est des moments assez dont on se souvient. On va aussi rencontrer les Indiens Métis, qui, eux, sont une communauté beaucoup plus petite, étant donné qu'on ne compte qu'environ 390 individus qui sont répartis sur quelques petits villages, qui, eux, ont eu beaucoup plus de difficultés parce qu'en les années 75, ils ont eu un premier contact avec le monde moderne, qui a été avec la FUNAI, qui est l'agence brésilienne, l'agence brésilienne qui gère justement les relations avec les Indiens. Et malheureusement, alors, le contact a été c'est bien fait. La problématique a été au niveau des maladies. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, on a amené des maladies. Et en fait, il y a eu dans les années 80 beaucoup des Métis sont décédés d'épidémies, de grippe notamment. Et maintenant, alors, pendant, du coup, on n'avait plus accès à cette communauté pendant pas mal d'années, jusque dans les années 80, 90 à peu près. Et maintenant, on compte environ, comme je vous l'ai dit, 390, sachant qu'au plus bas, malheureusement, de leur population, on comptait environ que 90 individus. Maintenant, ils sont regroupés dans des petits, ils ont beaucoup moins de villages qu'avant. Ils sont 3-4 villages. On peut aujourd'hui retourner les voir, sachant qu'ils ont comment dire, ils sont beaucoup plus ouverts. Et, pardon, excusez-moi, je me suis juste un petit peu perdu. Et en fait, voilà, donc aujourd'hui, la difficulté, pardon, je m'étais un peu perdu, la difficulté maintenant, c'est que beaucoup de communautés indiennes, en fait, dans les années 90, quand Manaus s'est beaucoup développé avec la zone franche, qui est devenue une importante communauté économique, beaucoup de communautés indiennes et Kabok, dont je vais parler juste après, ont été attirées par les grandes villes pour essayer de gagner un petit peu d'argent ou pour se développer à ce niveau-là. Et malheureusement, comme dans beaucoup de pays qui ont connu ça, il y a eu des problèmes d'alcoolémie, peu d'emplois finalement. Et aujourd'hui, on a une recrudescence des communautés qui souhaitent se recentraliser, recommencer à protéger leur culture, leur dialecte, leur savoir-faire, leur village, la forêt, tout simplement. Et aujourd'hui, on est recentré vers ça, et c'est en cela que c'est très intéressant. Et c'est en cela aussi qu'aujourd'hui, ce sont les premiers témoins de la nature et les premiers témoins de la forêt, et c'est ce qu'ils souhaitent avant tout partager. Donc, encore une fois, les rencontres avec ces communautés sont toujours des rencontres assez uniques. Par rapport, alors, c'est une excellente question, quel est l'impact Covid actuellement sur ces populations? Les populations sont accessibles aujourd'hui. En fait, les populations indiennes ont été parmi les premières vaccinées lorsqu'il y a eu les premiers vaccins sont arrivés au Brésil. Il faut savoir que Manaus a été une ville très très peu vaccinée au tout début parce que Bolsonaro ne croyait pas trop au vaccin. Ça a beaucoup changé parce que heureusement le Brésil est une démocratie, il ne peut pas tout choisir. Donc l'Assemblée nationale a décidé de faire vacciner les populations, surtout après une deuxième vague qui était très meurtrière à Manaus, notamment particulièrement dans le nord du Brésil. Et du coup, quand le pays a décidé finalement de vacciner ses populations, les communautés indiennes qui sont en contact avec les villes ont été les premiers à être vaccinés. Donc aujourd'hui, ils sont tous vaccinés. Donc oui, on a aujourd'hui, il est possible de retourner les voir. Alors, il y a encore des restrictions, enfin, il n'y a pas de restrictions aujourd'hui pour aller les voir, mais à partir du mois de mars, normalement, toutes les restrictions seront levées par rapport au Brésil et par rapport à la France. Donc voilà. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous garantir à 100% que qu'on pourra les voir dans les conditions tout à fait normales. Aujourd'hui, c'est le cas.
malheureusement, avec le Covid, si on a appris une chose, c'est qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. A priori, on sort de la crise du Covid, ce qu'on espère tous de tout cœur. Donc, bon, très sincèrement, je pense que maintenant, on arrive à la fin de cette crise et qu'on pourra voyager normalement et donc reprendre les activités normales de nos voyages. Je vais vous parler aussi des cabocles. Les cabocles, c'est le peuple de l'eau. On appelle le peuple, littéralement le peuple de l'eau. En fait, les cabocles sont les mélanges entre les Indiens et les Portugais. Ils vivent principalement donc, au bord des rives du fleuve ou des affluents et ils vivent au rythme du fleuve. C'est-à-dire qu'à la période des hautes eaux, ils vont vivre donc sur ces maisons sur pilotis et ils vont vivre de pêche principalement. Ils vont beaucoup pêcher, qu'ils vont ensuite revendre dans les marchés des villes, des petites villes aux alentours. Alors, il y a Manaus, donc, qui est la grande ville avec 3 à 4 millions d'habitants. Et ensuite, il y a plein de petites villes de quelques centaines à quelques milliers d'habitants. Et donc, ils vont en fait vivre dans ces petites maisons et du coup, le garder pour eux pour manger, bien sûr, mais aussi après aller vendre leurs poissons dans ces petites villes. Et le fleuve est vraiment leur vie, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils mangent, voilà, tout est fait autour de ça. Donc, à la période des hautes eaux, ils vivent principalement de pêche, et à la période des eaux basses, ils vivent principalement d'élevage et un tout petit peu de culture. Il faut savoir que les terres de la forêt sont très peu fertiles. En fait, il est très difficile de faire pousser des choses. Alors, on fait pousser un peu de soja, mais voilà, sinon, c'est assez difficile. On fait pousser malgré tout du manioc. Et le manioc c'est au Brésil, alors comme dans beaucoup de pays, mais ça fait partie vraiment de la base de l'alimentation au Brésil et dans le nord, en Amazonie. Et le manioc, en fait, on va beaucoup le consommer sous forme de farof, qu'on appelle la farof, qui est en fait de la farine de manioc. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord le broyer, et ensuite on va le mettre dans une espèce de torchon pour retirer tout le liquide qu'il y a qui est toxique. Et ensuite, on va le torréfier, on va le faire griller comme ça sur une plaque comme ça. Et c'est ça donne la farine de manioc, donc qui est la fameuse farof. Et c'est un petit peu le pain pour eux, c'est-à-dire que ça accompagne un peu tous les plats. Donc voilà, c'est très très bon. Et pour celles et ceux qui auront l'occasion de voyager avec nous, vous aurez l'occasion d'en goûter parce que encore une fois, c'est vraiment comme du pain. Il y en a quasiment à tous les repas, sauf au petit déjeuner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Amazonie, elle est faite de mythes et de légendes. Et forcément, quand on est dans la forêt, la nuit, ou enfin même quand on se balade simplement dans la forêt, on a l'impression un peu continuelle d'être observé parce qu'il y a plein de bruit, il y a plein de couleurs, il y a plein de petites lumières. Et du coup, c'est toujours... c'est très propice aux mythes et légendes. Je vous en citais 3 que j'apprécie particulièrement, notamment celle-ci qui est celle du Curupira, qui est un être en fait aux cheveux de feu et aux pieds inversés. Et le Curupira, c'est le protecteur de la forêt. Le principe, en fait, c'est qu'il a les pieds inversés et ces pieds sont inversés pour 2 raisons. La première, c'est que si quelqu'un maltraite la forêt, il va mettre ses traces de pieds donc inversées et le perdre au fond de la forêt. Et si quelqu'un le chasse, de la même manière, ses pieds inversés vont envoyer la personne du mauvais côté. Il respecte les chasseurs qui chassent pour se nourrir. Par contre, il déteste les chasseurs qui chassent pour le plaisir. Et si on énerve, si on met en colère le Curupira, il paraît que l'un des seuls moyens de le calmer, c'est de lui donner du tabac, parce qu'apparemment, il aime le tabac. Voilà, c'est un être qui est assez connu, qui est aujourd'hui un petit peu réutilisé dans la culture populaire aussi, à Manaus et en Amazonie en général, enfin dans les villes aux alentours. C'est un être qui est très apprécié. Vous avez ensuite la fameuse légende du Boto, le Boto rose. Donc le Boto rose, c'est le dauphin rose. C'est assez amusant comme légende. En fait, si une jeune femme a un enfant, mais dont on ne sait pas qui est le papa, enfin le père, on dit que c'est le Boto. En fait, le Boto, du coup, il est sorti de l'eau, il s'est transformé en bel homme charmant et a séduit la femme et du coup l'a fécondée.
Et après, il s'est retransformé en dauphin et il est reparti dans le fleuve. Donc en fait, c'était quand on ne savait pas qui était le père, on disait que c'était le boat qui en était le père. Voilà, c'est une légende très très connue au Brésil. Il y a plusieurs festivals folkloriques au Brésil. Alors, bon, il y a le festival, le Carnaval de Rio qui est très connu. En Amazonie, il y a plein de festivals aussi folkloriques qui sont dans beaucoup de régions. À Parintins, par exemple, qui est entre Manaus et Santarém, on a le festival du Boi, qui est un festival qui tourne autour des bœufs, en l'occurrence. À Santarém, on a celui autour du boat, ou justement du dauphin. Voilà, donc ensuite, ça crée beaucoup de folklore. Donc, il y a beaucoup de spectacles autour de ces mythes. Une petite question sur les bestioles venimeuses. Alors, très honnêtement, on est en Amazonie, donc il y a des bestioles venimeuses. Il peut y avoir des araignées, il peut y avoir des serpents, ce genre de choses-là. Honnêtement, c'est très rare d'en voir, surtout les serpents. Les araignées, on peut en voir, mais voilà, après, il faut juste faire attention, on met les mains, mais bon, il n'y en a pas partout. Et vous êtes toujours accompagné de guides. À bord du bateau, il n'y en a pas, donc à ce niveau-là, vous pouvez être rassuré. Et par contre, l'une des particularités aussi, c'est qu'il y a très très peu de moustiques. Parce qu'on est sur les eaux majoritairement du Rio Negro, qui ont des eaux assez acides et qui rend difficile la prolifération des moustiques. Donc je me suis moins fait piquer dans ces régions-là qu'en étant en France, dans le sud par exemple. Voilà, mais après, très honnêtement, je peux comprendre la phobie. Et les araignées, on peut en voir, mais on en voit très très peu. Et on va surtout voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux, des dauphins, des caïmans, ce genre de choses-là. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure si vous avez d'autres questions. Une dernière petite légende que j'apprécie particulièrement, qui est celle sur l'origine du fleuve Amazone, et qui est en fait un poème qui est assez connu au Brésil, et qui commence comme ça. Il y a bien longtemps, vivaient dans la forêt amazonienne deux fiancés passionnés qui rêvaient d'être ensemble. Elle s'habillait d'argent et son nom était Lune, il s'habillait d'or et son nom était Soleil. Alors, je ne vais pas vous le faire tout en portugais et en entier, mais en gros, il raconte l'histoire d'amour impossible entre la Lune et le Soleil, parce que s'ils se retrouvaient ensemble, le monde disparaîtrait. Et la Lune était tellement inconsolable qu'elle ne pouvait jamais s'arrêter de pleurer. Et ces larmes, à force de couler, ont créé des vallées et ont creusé la terre pour ainsi créer le fleuve-mer, l'Amazone. Voilà, c'est une légende que je trouve assez jolie sur l'histoire de la création du fleuve Amazone. Vous l'aurez compris, l'Amazonie, voilà, c'est vraiment une région chargée de richesses naturelles, mais qui est aussi de mythes, de légendes, qui sont passionnantes à découvrir, mais aussi des rencontres passionnantes à faire et des moments d'échange. Dans nos voyages polaires, on va passer beaucoup de temps à découvrir la nature, les beautés, les spectacles de la nature. Et là, l'avantage de ces voyages-là, c'est que on va passer du temps avec les gens qui y habitent, avec les gens qui connaissent cette forêt et qui partagent leurs connaissances avec nous. Et c'est quelque chose de très... Enfin, voilà, on se sent vraiment honoré du type de rencontre qu'on peut faire. On en vient vraiment changer de ces voyages-là. On va vraiment dans des régions où quasiment aucun touriste ne vont. Et ça offre beaucoup des rencontres réellement authentiques avec les communautés locales et particulièrement les communautés indiennes qui ont vraiment beaucoup de choses à raconter, à partager. Et voilà, c'est vraiment des moments assez uniques. Voilà, en cela, comme je dis, on se sent vraiment honoré par ces moments-là, pour vivre vraiment des moments inoubliables. Et puis, bien sûr, la nature, les paysages, on est au cœur de la nature, au cœur des paysages, au cœur d'un monde qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, qui est amené à être découvert, avec justement le matin au réveil, le soleil qui se lève, la vie qui s'éveille avec les chants de milliers d'oiseaux, avec ces couleurs incroyables. Et voilà, c'est une région du monde qui est vraiment magnifique, avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en parler, la faire découvrir et le découvrir, c'est quelque chose
d'important aussi pour sa protection, comme aime à le dire Christian Kempf, donc le fondateur de Grands Espaces, c'est on aime ce qu'on protège, et je pense que c'est assez vrai. En parler, le faire découvrir, le voir, c'est quelque chose qui permet de le protéger un petit peu plus. Bolsonaro est toujours un petit peu embêté quand on parle d'Amazonie en termes touristiques, parce que lui, ce qu'il en rêve, c'est plutôt dans une exploitation minière. Alors, heureusement, il y a les élections cette année, donc on devrait être débarrassé de lui. Ces voyages se font, pour découvrir l'Amazonie, on le découvre en bateau, parce que le fleuve est roi, et pour cela, il faut y aller en bateau, donc pour découvrir. Et pour ce faire, on le fait à bord de la Jangade, qui est donc le bateau dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui a été construit en 2018, qui a navigué pour la première fois en 2019, et qui est un catamaran en acier. Pourquoi un catamaran? Parce que simplement, ça permet d'avoir un peu plus de stabilité, parce que les eaux du fleuve peuvent s'agiter, même si on n'y pense pas trop. Et aussi pour gagner en tirant d'eau. Donc, c'est-à-dire quand le bateau est des coques qui s'enfoncent un peu moins dans l'eau, et ça nous permet d'aller nous enfoncer un peu plus dans les lacs ou dans les cours d'eau où il y a moins de fond. Donc, ce qui est assez pratique. Pourquoi le nom de la Jangade? Alors, la Jangade est tirée de deux choses. Tout d'abord du livre de Jules Verne, qui raconte l'histoire de cet immense radeau, qui est un village avec l'église au centre, avec de l'élevage, etc., qui fait 1000 pieds de long et 60 pieds de large, et voilà, où un petit village vivait et descendait le fleuve. Et c'est aussi ces petits bateaux brésiliens qui sont avec ces grandes voiles assez caractéristiques. Donc voilà, c'est ça l'origine du mot Jangade. Et ces voyages et ce bateau vous invitent vraiment à vous immerger dans un monde inconnu, et de découvrir l'hospitalité des gens qui y vivent et qui la connaissent. Et voilà, on passe, on revient de ces journées à bord du bateau et de ce voyage, on en revient vraiment changé, et avec sans doute la volonté de partager un petit peu plus encore sur cette région, de laquelle finalement on connaît assez peu de choses. Et voilà, donc c'est une région que je vous invite fortement à découvrir. Et maintenant, je vais laisser la parole, parce que j'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à Aurélie, qui va, elle, vous parler des voyages qu'on propose, que Grands Espaces propose à bord de la Jangade en Amazonie. Et aussi, du coup, elle a eu la chance de partir à bord du bateau, ce qui n'a pas été ce qui n'a pas été mon cas, par exemple, encore, simplement parce que très vite, le Covid nous a un petit peu empêchés de voyager. Voilà, je te laisse la parole, Aurélie. Alors voilà, je vous demande juste 2 petites minutes, enfin même pas minutes, quelques secondes, le temps de pouvoir vous afficher mes quelques photos. Alors. Est-ce que Mathieu, tu peux me confirmer qu'on voit quelque chose? C'est bon, on voit tout. Ok. Voilà, donc je vais vous parler des autres itinéraires que nous proposons pour l'Amazonie brésilienne à bord de la Jangade. Donc, je ne vais pas en ajouter plus. Voilà, Mathieu a un peu parlé de la Jangade. C'est un bateau de 24-30 passagers qui est vraiment très, très agréable. Pour le coup, j'ai eu la chance de voyager à bord. Et c'est un bateau qui est ouvert sur l'extérieur, avec notamment un pont supérieur, une plateforme, où il est très agréable d'être pour observer à la fois la faune et la flore. En période de haute eau, c'est vraiment impressionnant parce qu'on est vraiment au niveau de la canopée. Donc, c'est vraiment très, très agréable. On a aussi un très beau salon tout en bois. On sera ravis de vous servir des caipirinhas. C'est la spécialité du barman de bord. On a aussi des très belles chambres, toutes décorées en bois avec de l'art indigène. Donc, vraiment, c'est un bateau brésilien 100% dans son jus. Et qui offre de très belles prestations, notamment la clim à bord, bien entendu. Vous avez de très belles cabines avec des balcons également, des possibilités de cabines triples également. Donc, c'est vraiment un très, très beau bateau que je vous conseille fortement. Donc, l'Amazonie brésilienne, je pense que vous avez pu un peu comprendre avec Mathieu sur quels sont les objectifs qu'on peut remplir sur ce type de voyage, c'est-à-dire l'observation de la faune, de la flore, mais aussi des rencontres avec les Amérindiens.
Donc voilà les 3 objectifs, les 3 motivations pour partir sur ces destinations. On a effectivement 2 itinéraires. Alors ça s'affiche pas très bien, mais on a 2 itinéraires. On a l'itinéraire qui s'appelle la croisière des 3 fleuves. Donc c'est un itinéraire qui partira de Manaus, qui ira dans un premier temps sur le Rio Negro et qui partira ensuite sur l'Amazone et le Rio Solimões. On a 4 dates différentes à partir de mai jusqu'à août et on a encore quelques disponibilités. On aura également une autre croisière qui s'appelle la croisière des 3 frontières. Donc, en fonction du sens, on partira soit de Manaus, soit de Leticia. Et on descendra ou on remontera le fleuve. Donc là, on a 2 dates qui sont au mois de juillet. Je vais vous parler un petit peu de ces 2 croisières. Donc, elles sont forcément différentes. Les itinéraires sont différents. La première croisière, la croisière des 3 frontières, c'est une croisière de 13 jours qui parcourt 1700 km entre rives et lacs, donc 1750 km pour être exact. Donc il faut savoir que sur ce type d'itinéraire, il y aura de la navigation de nuit, je préfère le dire parce que c'est vraiment un itinéraire qui est un petit peu plus long, mais qui est complet et passionnant, et qui vous promet des rencontres inoubliables avec les peuples amérindiens, notamment les Métis, les Ticunas, dont Mathieu vous a un petit peu parlé. On pourra aussi, il est prévu aussi de s'arrêter dans des réserves écologiques, comme les réserves de Marimoa et d'Anama, notamment. Donc voilà un peu les points forts de cette croisière. Maintenant, si on regarde un petit peu, alors pas forcément au jour le jour, mais un peu dans l'ensemble, ce qu'on va pouvoir voir sur cette croisière. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a prévu au programme, parce que c'est beaucoup plus simple au niveau des vols. Les vols vers l'Amazonie, notamment vers Manaus, ça peut être parfois un peu compliqué, surtout au niveau des horaires et des changements qu'on peut avoir. Mais pas de panique, nous, on a tout prévu. C'est pour ça que le jour 1, c'est votre arrivée. On prévoit une nuitée sur place. Donc, comme ça, si jamais il y a des retards ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Vous pourrez prendre à temps votre croisière le lendemain. Donc, ça, c'est prévu dans votre itinéraire. C'est pour ça que j'affiche déjà le jour 2, parce que le jour 1, c'est votre arrivée et une première nuit à l'hôtel. Donc, le jour 2, en fonction de là où vous arrivez, si vous remontez ou descendez l'Amazone, il y aura une visite de la ville de Leticia ou alors une visite de la ville de Manaus, dont Mathieu vous a parlé, donc notamment du théâtre, qui a de très belles tuiles qui viennent d'Alsace, notamment de son marché aux poissons, marché d'artisanat aussi pour Manaus, marché de bananes aussi, ou alors, comme je vous l'ai dit, soit la visite de Leticia. On poursuivra cette croisière avec la rencontre avec les Indiens Métis pour les accompagner notamment lors d'une balade en forêt. Donc, armés d'une serbacane avec des flèches empoisonnées. Bon, pas de souci, vous ne prendrez pas de risque. Mais en fait, ils se servent de flèches empoisonnées au cura pour pouvoir chasser. Et ils seront vraiment votre guide lors de cette expédition pour mieux comprendre leur vie quotidienne, leurs traditions. Ils vous apprendront notamment à se déplacer silencieusement, à observer les animaux. Avec un peu de chance, vous pourrez voir des singes, des oiseaux. Ils vous apprendront aussi notamment à reconnaître les feuilles, les plantes qu'on peut voir dans la forêt. Donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Dans l'après-midi, sur cette 3e journée, on remontera à bord et on ira en direction de la ville de Benjamin Constant. On ira notamment voir le musée indigène Maguta. Donc là, vous voyez l'image en bas à gauche. C'est vraiment un petit musée, mais une très belle caverne où on peut voir des dessins, des photographies, des objets du quotidien, des serbacanes. Et vous aurez aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'acheter de l'artisanat local. On ira ensuite vers la ville d'Islandia, qui est à quelques minutes du Brésil et de la Colombie. Et c'est une ville qui est assez étonnante parce qu'elle est construite sur pilotis. Les rues sont sur des ponts, comme vous pouvez le voir, c'est la photo qui est en bas à gauche, tout en bas à gauche. Et elle est construite à peu près à 10 mètres du sol. Donc, c'est assez intéressant à observer. Ensuite, au niveau du jour 4, on partira vers le village Ticunas de Vendaval. Et là, on mettra l'ancre pour débarquer et rencontrer le cacique. Le cacique, c'est le chef du village et qui vous présentera à nouveau un peu la vie quotidienne. Vous pourrez être en contact avec les habitants, découvrir aussi leur artisanat. Et du coup, ça nous emmène au jour 5. Donc là, on ira dans le village Ticuna de Betania.
On en profitera aussi pour explorer les lacs environnants et la faune et la flore. On a toujours un œil, de toute façon, sur la faune et la flore. À tout moment, on peut voir quelque chose. On ira faire une petite marche en forêt, accompagné de vos guides indiens. Et on ira découvrir dans une clairière, là où on construit notamment, je dois avoir une photo après ou avant, voilà, non, photo d'avant, où on découvrira notamment comment on construit la maloca, qui est l'habitation communautaire des Indiens. Ensuite, on vous présentera aussi, là on peut voir quelques photos, un rituel qu'on appelle Mossa Nova, qui est un rituel d'initiation et qui est pratiqué sous la forme d'une danse de présentation à la communauté des jeunes filles. Ensuite, on ira à j'ai un problème d'écriture, mais bon, Santo Antonio de Issa. Hop. On a vu, tout à fait. Et le jour 7, Fonteboa, l'île de Terra Nova également, où là, on aura aussi l'occasion d'observer la faune, la flore et aussi la culture de manioc également. Les habitants de cette région vivent de la pêche notamment et pêchent ce qu'on a, je ne sais plus si tu l'as mentionné Mathieu, mais le pirarucu qui est vraiment on va dire un équivalent de morue amazonienne, mais qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m de long et peser jusqu'à 150 kg. C'est vraiment un beau bébé. On en profitera donc du coup pour aller faire un trek en forêt aussi, pour observer toujours la faune et la flore. C'est vraiment un des objectifs majeurs qu'on ait, c'est de vous faire passer un maximum de temps de découverte, que ce soit à l'aide de nos canots à moteur sur les rives pour de l'observation animalière. Souvent, on en profite tôt le matin, ou alors en fin d'après-midi, puisque c'est là qu'on a le plus de chances de voir notamment des oiseaux qui partent le matin de leur lieu où ils dorment pour aller lieu où ils vont manger, et sens inverse le soir. Donc c'est vraiment, on en profite pour faire découvrir un maximum de choses. Et quand on vous fait partir, enfin quand on organise des excursions en forêt aussi, c'est l'occasion de vous expliquer vraiment cette pharmacopée, enfin cette pharmacie à ciel ouvert. On n'a presque rien inventé. Tous les médicaments se trouvent dans la forêt amazonienne, et c'est l'occasion de vous apprendre ou de vous rappeler comment on peut soigner de manière naturelle et comment on se soigne tout simplement quand on habite cette région. Alors ensuite, les jours 8 et 9, alors on ira vers le lac Mariroa, alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais Mariroa. On observera toujours les rives et puis les scènes qu'on peut voir depuis ces rives, des habitants de ces maisons sur pilotis également. On vous proposera aussi le soir notamment des sorties nocturnes où on pourra aller voir notamment les caïmans. On les repère avec leurs yeux jaunes. Généralement, on les repère assez facilement. On peut voir aussi la nuit des hiboux, des chouettes. On peut rencontrer toutes sortes de choses. C'est des sorties qu'on fait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est toujours très intéressant en complément des sorties qu'on peut faire l'après-midi et des treks qu'on peut organiser également. Alors ensuite, le jour 10 sera réservé à la rivière Japura et au lac de Kohari. Donc ici, c'est une région qui est surtout connue pour sa culture de noix du Brésil. On va rencontrer notamment des personnes sur place qui vous expliqueront quelles sont les traditions, qui partageront vos connaissances, notamment concernant la production de la noix de Brésil. On partira aussi en canot à moteur, toujours pour, dans cette région-là, essayer d'observer un maximum de faune, de flore et de vie quotidienne sur ces rives de l'Amazonie. Ensuite, la ville de Codajas et d'Opao. Là, on en profitera aussi pour vous donner quelques explications et rencontrer des producteurs d'açaï. Comme vous pouvez le voir, l'açaï, c'est la plante qu'on trouve au milieu, tout en haut. Et de la façon dont ils vont la chercher dans les arbres, c'est très, très impressionnant. On se demande comment ils font. Ils montent très vite et ils descendent encore plus vite d'un coup. Et ça s'arrête même pas à 1 mètre du sol. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant à voir. Donc, c'est une région... On essaiera toujours aussi, c'est une région où potentiellement on peut voir des capybaras, des loutres et des caïmans. Donc, on gardera aussi un œil ouvert là-dessus. Ensuite, on ira voir aussi
Donc ça, Mathieu vous en a déjà parlé, mais c'est un moment assez extraordinaire. Enfin, moi, ça a été un des moments que j'ai préféré lors de ma croisière. Alors, je n'ai pas fait celle-ci, mais j'ai fait celle que je vous présenterai après. C'est la rencontre des eaux. Vraiment, là où ces deux couleurs d'eau se mélangent, c'est vraiment très impressionnant. Donc, c'est à pas manquer. Et souvent, au niveau de cette région-là, c'est une zone qui est très poissonneuse. Donc, souvent, on peut rencontrer des bateaux si on a un peu de chance. Mais en règle générale, les bateaux, vous en verrez. On ne peut jamais promettre à 100%, c'est la nature et ce n'est pas nous qui décidons. Mais en tout cas, ils aiment bien suivre les bateaux. Donc, en règle générale, on en voit sur toutes les croisières, les bateaux. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Il y a une petite erreur. Ça s'arrête le jour 14 et pas le jour 15. Puisque ici aussi, pour vous permettre de vous reposer un petit peu avant votre croisière, on prévoit aussi une nuitée une fois arrivé et débarqué de la Jangade sur cet itinéraire-là. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la croisière des Trois Fleuves. J'ai eu la chance de la réaliser en partie puisque j'ai fait la croisière inaugurale, j'ai fait la toute première croisière qui s'était inspirée un petit peu de cet itinéraire-là. Donc, je ne peux que vous la conseiller. De toute façon, les deux sont superbes, mais c'est vrai que celle-là, j'ai eu la chance de pouvoir la réaliser. Donc là, on partira à la découverte du Rio Negro, du son immense et de l'Amazone. Vraiment, c'est une croisière hors des sentiers battus. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On rencontrera aussi des cabocles et des Amérindiens. On aura eu une rencontre avec des Amérindiens, notamment au début de la croisière. Et c'est vraiment l'opportunité de découvrir vraiment la richesse de la faune et de la flore. Si je pouvais faire un comparatif entre les deux, peut-être que la première croisière qu'on appelle les Trois Frontières est plus centrée sur la rencontre avec les Amérindiens. Et la croisière des Trois Fleuves, on est peut-être plus centré sur la découverte de la nature, notamment parce que sur la première partie de la croisière, on se concentre sur le Rio Negro. Donc, toujours de la même façon, on a une nuitée à Manaus qui est prévue le jour 1 et on commence le jour 2 avec la visite de Manaus, pareil, le marché, le théâtre, quand c'est possible. Parfois, ça peut être fermé, mais on s'arrange toujours pour que ce soit fait soit avant, soit après la croisière. Là, au début de cette croisière, on partira en direction du musée du caoutchouc, la Villa Paraíso. Donc, c'est comme un écomusée, on apprend au fil de notre avancée c'est un site, il n'y a pas que la villa, il y a vraiment plusieurs points d'intérêt où on découvre sur les EVA comment prélever la sève, comment ensuite était fabriqué le caoutchouc, comment vivaient les gens sur place. Donc, on apprend vraiment plein de choses. C'est très intéressant à voir. C'est une des premières choses qu'on va aller faire quand on va partir de Manaus. Donc, c'est une croisière qui part et qui revient à Manaus, pour le coup. Et si je peux ajouter quelque chose, elle est donc forcément moins longue en termes de kilomètres que la croisière des Trois Frontières. Et donc, on va alterner. Alors, il y aura quelques navigations de nuit, mais on sera en règle générale au mouillage sur cette croisière. Toujours intéressant à savoir. Donc, en fin de journée, on va aller justement poser l'ancre à côté d'un village pour participer à un rituel indien des Sano Tucano. Et on va avoir justement un premier contact avec ces habitants des rives. On aura le droit également à une présentation de leur danse, à une explication un peu de leurs us et coutumes, toujours très en lien avec la nature. Donc, c'est vraiment une première initiation très intéressante. Ensuite, on ira voir aussi la ville de Novo Aeron, où on débarquera. Bon, c'est un lieu où on peut notamment acheter de l'artisanat. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle Novo Aeron. Et il y a aussi un village qu'on ira visiter également par la suite qui s'appelle Velo Aeron. Je vais vous montrer quelques photos, je crois que j'en ai juste ensuite. Hop. Voilà, Velo Aeron, pour comparer, c'est la photo que vous verrez tout en haut à droite, qui est la vieille Aéron, si on traduit littéralement. Mathieu, tu me coupes si je me trompe dans ma traduction brésilienne. Mais c'est une ville qui a été complètement abandonnée. Et tout simplement, les personnes qui habitaient sur ce village-là sont parties sur la ville de Novo Aeron, qui est la nouvelle Aéron. Une légende dit que à l'époque alors c'était une ville qui était très faste, c'était vraiment un carrefour à l'époque de gloire du caoutchouc en Amazonie, et la légende dit qu'on aurait apporté beaucoup de fruits, qui auraient attiré beaucoup de fourmis et qui auraient totalement envahi cette ville, obligeant les habitants à se déplacer sur Novo Aeron.
Donc voilà pour la petite anecdote. On ira aussi visiter les grottes de Madada. Alors ça, c'est vraiment très impressionnant. C'est la photo que vous voyez en haut à droite et en bas à gauche. C'est un lieu un peu mystérieux qui a servi de refuge aux tribus indigènes Tucano. Donc c'est vraiment, on se faufile sous ces grottes, c'est vraiment très intéressant. On en profite aussi pour observer la flore, la faune, et notamment parfois les migales qui peuvent se cacher dans les fougères. Je vous dis ça parce que j'en avais vu à ce moment-là, justement, en allant voir ces grottes-là. Il n'y a pas de panique à avoir. Elles sont cachées, elles ont plus peur de vous que vous d'elles. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ensuite, on partira en direction du parc national du Jaou, où là, on en profitera vraiment pour dérouler des excursions en canot à moteur, pour découvrir toujours cette faune et cette flore qui est vraiment très, très intéressante, très riche. On pourra peut-être voir aussi à ce moment-là des dauphins. Alors, très, très important, je vous le dise, cette première partie de navigation sur le Rio Negro, c'est un fleuve qui est acide. Donc, il y a très peu de population, mine de rien, sur cette partie-là, parce que les cultures sont très difficiles avec un fleuve qui est acide. Donc, c'est vrai que c'est une partie qui est très nature. Très nature. Et je voulais mettre cette photo aussi en bas à droite, parce que c'est un fleuve d'eau noire et qui reflète d'une façon incroyable les couleurs que peut avoir le ciel. Donc là, c'était en pleine journée, mais alors je les ai pas mises malheureusement, j'aurais dû. On a des images de coucher de soleil qui sont absolument incroyables. On dirait des tableaux d'impressionnistes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment pas d'autres mots, mais les couleurs que reflète ce fleuve, le Rio Negro, c'est vraiment incroyable. Et vraiment rien que pour ça, ça vaut vraiment cette navigation sur le Rio Negro. Alors, si on revient un petit peu à ce parc national du Jaou, voilà, comme je vous l'ai dit, on en profitera pour dérouler des excursions en canot à moteur le matin, tôt, l'après-midi. Et donc, on ira voir aussi, parce qu'il y a quand même, alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'habitants, mais il y en a quand même quelques-uns, où on débarquera notamment pour aller voir une école communautaire aussi sur cet itinéraire-là. Donc voilà pour cette partie-là. Là, hein, comme je vous ai dit, on en profitera aussi pour partir à la découverte de la forêt primaire, en apprendre toujours plus sur ses richesses, les botos, les tucuxis si on a un petit peu de chance. Et ensuite, sur les prochains jours, alors on ira à la découverte de la réserve de Xisua. Alors, je ne sais pas comment on prononce, mais Mathieu, tu me diras, où on essaiera toujours d'observer des singes aussi. J'en ai pas parlé, mais on peut voir différents types de singes. C'est aussi quelque chose qui est très impressionnant, notamment la nuit. Quand vous les entendez hurler, c'est une cacophonie pas possible, ça résonne. Et c'est vraiment très impressionnant. Vous aurez peut-être aussi l'opportunité de voir des loutres géantes. Elles sont un peu farouches, mais parfois on peut en voir. Aussi, oui, j'avais mis cette photo de fourmis balles de fusil, parce que si elles vous piquent, c'est l'équivalent de la sensation d'une balle de fusil. Mais bon, elles sont très loin de vous, hein, généralement. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est très intéressant parce que justement, les populations s'en servent parfois aussi pour suturer. Quand vous leur coupez la tête, elles pincent et ça permet de faire des sutures. Donc, je vous dis, cette forêt, elle est vraiment incroyable et on en apprend vraiment énormément sur comment la nature peut nous guérir. Donc, on peut voir des serpents aussi, enfin, des boas. Et sur la deuxième partie de cette croisière, on va notamment en profiter, on va repasser par Manaus, et ensuite, une fois qu'on sera repassé par Manaus, qu'on aura l'opportunité aussi de voir la rencontre des eaux, tout comme pour la première croisière, on aura ce moment-là qui est assez magique. On partira sur les rives de l'Amazone, où là, forcément, il y a beaucoup plus de population, donc ce sera vraiment une partie de votre voyage qui sera consacrée à la rencontre avec le peuple des eaux, les cabocles. Avec quelques scènes de vie, donc comme je vous disais, hein, le partage des eaux, la pêche aussi. On a notamment des villages où on pourra s'arrêter pour vous montrer comment pêcher, quel type de poisson,
Pareil, hein, au niveau de l'Açaï, vous aurez également très certainement une démonstration de comment on grimpe aux arbres et on vient cueillir ce fruit. Et on partira aussi vous compter comment on fabrique des pirogues, comment on cuisine, on fabrique le manioc. Donc c'est vraiment très intéressant. Cette deuxième partie de croisière, elle est vraiment consacrée aux scènes de vie. On vous apprendra vraiment comment ils vivent et c'est une partie de croisière qui est faite de plein d'échanges, qui est vraiment très très intéressante. On s'arrêtera parfois dans des petits villages au gré de nos navigations. Pour finir, hop, je vais aller un peu trop vite, par la ville de Manaus, où on reviendra tranquillement, une nuit également à l'hôtel, avant de repartir pour l'Europe. Alors, à la fin de ces croisières, ou même au début, hein, ça s'organise comme vous voulez, on peut proposer aussi des extensions sur mesure. Donc, ça peut être à peu près partout où vous le souhaitez, mais en règle générale, ce qu'on organise, c'est soit sur Rio, on peut faire aussi un combiné Rio de Janeiro et Iguaçu, pour voir les chutes du côté brésilien et argentin. Ça se fait très facilement. On peut avoir aussi des extensions sur le Pantanal pour aller notamment voir le jaguar. Il y a quand même très peu de chances que vous les voyez sur vos croisières. Ça ne nous est jamais arrivé. Donc, mais vraiment, si c'est une de vos motivations, une extension sur le Pantanal peut être très intéressante. Et peut-être une région qui est peut-être moins connue ou moins mise en avant, mais qui est tout à fait exceptionnelle, c'est le nord-est du Brésil, où notamment on peut admirer, hein, vous voyez, les paysages de dunes avec l'eau douce. C'est dune de Lençóis qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est tout à fait incroyable. Donc c'est sur la partie nord-est du Brésil, où il y a un itinéraire qu'on appelle la route des émotions, et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment un très très bel itinéraire à réaliser en complément d'une croisière qui vous mènera à la rencontre des cabocles, des Amérindiens, de cette nature si riche qu'on doit préserver et à laquelle il faut faire attention. Donc voilà, si vous avez des questions sur nos itinéraires, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Ces itinéraires, enfin, c'est pas nous qui avons passé beaucoup de temps, mais le concepteur de la personne qui a conçu justement les bateaux et les itinéraires a passé beaucoup de mois enfin, il connaissait déjà très bien la région, étant donné que lui avait monté un premier programme en Amazonie du côté de Santarém, dont je parlais tout à l'heure, à bord de l'Amazon Dream. Et c'est avec beaucoup de passion qu'il a aussi dessiné ses itinéraires, en passant beaucoup de temps pour rencontrer les populations, pour discuter avec eux et pour vraiment proposer le voyage le plus authentique et le plus proche de la nature et de la réalité. On n'est pas du tout sur des voyages. Parfois, on a un petit peu peur quand on fait ce type de voyage-là. Parfois, on a peur que les choses soient artificielles. Enfin, voilà. C'est vraiment pas du tout le cas. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement authentique, d'extrêmement humain. Et c'est ce qui fait vraiment la force du voyage pour la rencontre humaine. Et après, pour la qualité, bien sûr, des paysages et de la nature qu'on peut voir. Par rapport à la question qui est posée sur le fait de filmer, un peu pareil, enfin partout quand on voyage, hein, la seule chose à faire, c'est demander. Voilà, on demande de ne pas photographier les gens ou de les filmer à leur insu, mais de demander. En général, il n'y a pas de problème. On filme les rituels, etc. Mais voilà, toujours demander, que ce soit au cacique, donc au travers de votre guide, par exemple, qui pourra lui demander, ou directement essayer de demander à la personne en montrant l'appareil photo, etc. Mais voilà, c'est toujours, voilà, on demande la permission et il n'y a pas de problème. Voilà. Peut-on faire rentrer du matériel professionnel? Oui, il n'y a pas de difficulté pour faire rentrer du matériel professionnel. Alors après, ça dépend de quoi on parle. Il n'y a pas trop de difficultés pour les drones en général, mais c'est bon. Après, voilà, on est contraint par différentes choses. Le bateau qui navigue, toujours demander l'autorisation au commandant avant de faire décoller éventuellement un drone. Après, c'est les mêmes règles. On ne va pas filmer chez les gens.
Ensuite, sur le matériel photo professionnel, je ne connais pas de règles spécifiques contre ça. Donc, peut-être se renseigner, mais voilà, je n'ai jamais entendu parler de contraintes. Le Brésil, après, a des accords avec la France. Enfin, c'est très, très facile de voyager au Brésil. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés par rapport à ça. Oui, oui, alors pour la Oui. réponse, ça permet de montrer les photos prises, en effet. Il faut savoir que le bateau navigue donc, toute l'année dans ces régions. Donc, il y a une initiative qui avait été montée aussi, qui va reprendre avec la reprise des croisières, qui s'appelle la Forêt de Livres, qui était, alors c'est aussi avec les communautés Caboc. L'idée, c'était de passer de village en village et de donner des livres et de les récupérer quelques mois plus tard et de les passer dans un autre village, etc. C'est quelque chose qu'on fait, enfin qui est fait là-bas à bord. Et du coup, en effet, si vous envoyez vos photos, on peut aussi les faire passer après dans les villages ou les montrer bien sûr directement sur la caméra. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, on a vraiment une relation sur le long terme avec eux, une relation de confiance, une relation amicale, toujours justement avec les caciques, les chefs de village et puis la population en générale. Donc oui, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, l'idée, c'est de passer des moments de partage. Donc le partage, il est dans les deux sens. C'est vraiment, voilà, ils sont vraiment heureux de nous recevoir et puis nous, on est vraiment heureux de recevoir ce qu'ils ont à nous offrir en termes de relations. Oui, Oui. je suis Bernard Ramus, c'est bien ça. Oui, c'est donc voilà pour l'information, Bernard Ramus, donc qui est mon père, a fondé donc l'Amazon Dream, qui est un bateau qui navigue du coup du côté de Santarém en 2005 et a lancé du coup la Jangade avec Grands Espaces en 2018, enfin lancé la construction en 2018 et lancé en 2019. Alors malheureusement, la grande tristesse dans tout ça, c'est que le bateau a pu fonctionner normalement pendant quelques mois et puis voilà, comme tout le monde, on a été confronté à la crise du Covid. Et on espère tous que c'est derrière nous. Ça sera avec beaucoup de joie pour pouvoir reprendre normalement. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil est quand même le pays d'Amérique du Sud et voire d'Amérique le plus vacciné. Donc voilà, le Brésil a complètement changé de politique, ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, le voyage, l'occasion de verser une contribution. Alors, la contribution financière, elle est. Alors, déjà, on paie le droit d'accès à certaines réserves naturelles, un peu comme quand on va au Svalbard. Donc, l'argent est reversé aux organisations, aux associations qui gèrent ces réserves. Par exemple, la réserve de Mamirawa, Mamorébonne est gérée par les Matis, ou les Tikounes, j'ai un doute. Je crois que c'est les Matis. Et du coup, c'est eux qui récupèrent cet argent, qui leur permet après d'en s'en servir pour entretenir leur village et pour avoir un petit peu de revenus. Aussi, de la même manière, quand on va acheter de l'artisanat, ça sert à leur économie. Pareil, quand on va dans les villages cabocles, une toute petite chose par rapport à l'artisanat, on déconseille fortement d'acheter tout ce qui est artisanat à base de plumes de harar, donc les fameux perroquets, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est des oiseaux qui sont protégés. Et du coup, en effet, voilà, en évitant d'en acheter, on évite d'avoir, qu'ils aillent le chercher pour les touristes, pour nous, ce qui est quand même dommage. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'artisanats qui sont superbes, que ce soit à base de bois, que ce soit à base de noix, de pierre. Il y a tout un tas de choses et c'est très très beau, très très bien fait. Donc voilà, donc on évite les petites plumes. Enfin, les petites plumes c'est très très beau, mais bon, les oiseaux, on préfère pour le coup les voir comme ça. Et oui, l'Amazon Dream, c'était un super bateau qui est tout en bois. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que la Jangade est une coque en acier. Parce que aussi, en remontant le fleuve, l'Amazon Dream, donc, qui est sur son Santarém, est plutôt sur le Tapajos, qui est des eaux assez calmes, avec moins de courant. L'Amazon, quand on remonte à contre-courant, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fleuve qui a le plus de débit au monde. Et quand les eaux sont hautes et qu'on va le remonter, on perd pas mal de vitesse, forcément. Et aussi, il peut ramener des morceaux de bois, forcément, enfin des petits troncs, des morceaux de bois. Et du coup, l'avantage de la coque en acier, c'est que on peut naviguer la nuit, par exemple, parce qu'on est beaucoup plus serein qu'avec un bateau en bois en remontant le fleuve à contre-courant. C'est un peu plus compliqué. Alors, les coques sont solides, mais malgré tout, voilà, la coque acier, l'avantage est plus facile à entretenir, plus solide et d'avoir un tirant d'eau inférieur.
Le personnel du bateau. Alors, La chef vous de avez file francophone. vous avez deux guides à bord. Vous avez le guide local qui parle français, un guide grands espaces qui parle français aussi, et l'équipage du bateau baragouine des mots de français. Mais ils sont tellement chaleureux qu'on est on est Font de dans un très beaux langage efforts. Mm. et on arrive facilement à échanger avec eux. Mais voilà, je sais pas si tu veux dire un mot par-dessus, enfin dessus. Toi, Non, l'équipage est vraiment formidable. Il est toujours aux petits soins, toujours souriant. Ils sont vraiment exceptionnels. Je vois certaines personnes sur le chat que je sais avoir voyagé sur l'Amazon Dream. C'est la même chose sur la Jangade parce que tout simplement, c'est les projets des mêmes personnes. Donc, on retrouve vraiment le même esprit, vraiment un esprit famille à bord. Et ils sont vraiment aux petits soins, toujours souriants. Vous pouvez leur demander n'importe quoi. Ils aiment beaucoup échanger aussi. Comme tu dis, Mathieu, ils baragouinent, ou ils essayent en tout cas de dire 2-3 mots de français. Donc, c'est vraiment un équipage incroyable. Et je voulais ajouter, ce que j'ai oublié de dire, et ce qui me paraît une des choses les plus importantes, c'est quand même la Jangade, c'est le seul bateau de ce standing qui est en Amazonie brésilienne. Il n'y a pas d'autres types de bateaux. Les bateaux qu'on peut retrouver, c'est notamment des bateaux avec des hamacs, où on dort sur des hamacs. Et c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, sur ces itinéraires-là, c'est des itinéraires authentiques qui ont été réfléchis, décidés par Bernard Ramus avec la coopération de Christian Kempf, où effectivement, il y a cette idée d'échange avec les communautés. C'est pas du tout comme dans certains autres pays où c'est devenu vraiment quelque chose de très commercial. Là, on est vraiment toujours sur quelque chose où on échange, où on apprend à connaître. C'est vraiment pas quelque chose d'ultra touristifié. Il y a très peu de gens qui vont dans ces régions-là. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'authentique. Et moi, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié sur ces itinéraires-là, et notamment en Amazonie brésilienne. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est des croisières vraiment uniques. Voilà ce que je voulais rajouter. On y mange très bien aussi. Oui. Alors, on mange bien à bord des bateaux, mais c'est vrai que là, il y a des découvertes culinaires assez importantes. Alors, avec les poissons, comme je disais tout à l'heure, la farof aussi. Et voilà, on a une cuisine très accessible, mais voilà, on y mange très, très bien. Et c'est toujours très agréable. Le matin, le petit déjeuner, c'est toujours super agréable avec des tas de fruits, forcément. Voilà, on se régale toujours à bord. Découverte de poissons extraordinaire. Ouais. Et on vous explique toujours de quel poisson il s'agit. Et on vous montre toujours la photo. Par rapport aux deux questions qui ont été posées sur le nombre de touristes, il faut savoir que la Jangade a 26 places jusqu'à 30 places parce qu'il y a des cabines qui peuvent accueillir 3 personnes. Mais voilà, c'est entre 26 et 30 personnes si le bateau est plein. C'est même 24. 24 et 30 personnes. Ouais. Entre 24 et 30 personnes, pardon. Ouais, et généralement, on n'est jamais rempli à 30 ans. On est généralement non, un maximum. On est plutôt autour des 24, 24-26 maximum. Pour les guides, alors je ne sais pas lesquels vous avez connus. Vous avez peut-être connu Wilson ou comment il s'appelle Karim, qui était sur l'Amazon Dream. Karim est parti sur d'autres horizons aujourd'hui. Donc, il fait d'autres choses. Il travaille toujours dans le tourisme, mais alors il n'est plus guide, enfin, il fait d'autres choses. On travaille, mais voilà, on a toujours d'autres guides qui travaillent avec nous là-bas qui sont tout aussi géniaux, même si Karim est adorable et c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement beaucoup. Et en effet, Karim d'origine russe. Et après, vous aurez toujours donc un guide de grands espaces en plus à bord. Donc, hop, voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. En tout cas, voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Elle sera disponible en replay. Alors, dernière question, et après on va couper. Est-ce que les extensions se font sur toutes les dates proposées? Les extensions sont sur mesure, donc il n'y a aucun souci. Ok. Voilà, donc sur cette dernière question, on va donc terminer cette conférence en vous souhaitant aussi un excellent week-end, en espérant que cette conférence vous a plu. Elle sera disponible en replay. Vous recevrez le lien à l'après une fois que cette conférence a terminé. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous aurez mon email aussi. Vous avez mon email. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à contacter notre équipe qui connaît très bien nos voyages, qui saura vous conseiller. Aurélie vous a donné les dates, donc n'hésitez pas
à nous contacter. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle conférence. Comme vous le savez, on en fait régulièrement et on aura le plaisir de vous parler d'autres thématiques très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt et un très bon week-end. Très bon week-end, au revoir.